à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour ce nouveau webinaire organisé par la Fédération de la mode circulaire et pour le premier de ce nouveau cycle de webinaires que l'on lance ce matin en collaboration avec l'ESCA et l'Institut MES qui s'appelle Réfléchir, ralentir, réunir. Bonjour à tous. Le kilo de textile moyen consommé en France, c'est les chiffres de l'étude Cycleco qui date de 2020. C'est en moyenne 54 kilos de CO2 par kilo de textile consommé, ce que nous consommons tous. Si nous produisons ce kilo de textile en France, on divise par deux cet impact. Si on le fait en diffusion, en circuit court, on divise par 4 cet impact, en plus, production française plus circuit court. Et si on le fait avec de la matière recyclée, donc en économie circulaire, on divise par 10. On a mis en place, avec un certain nombre de partenaires, donc Tissage de Charlieu, mais également Synergie TLC, qui sont des opérateurs de collecte et de tri, comme le relais, avec des distributeurs comme Auchan ou des startups comme 1083. Euh, un certain nombre de partenaires, il y en a au moins une trentaine pour l'instant. Euh, un, un circuit, puisque l'économie circulaire, comme son nom l'indique, c'est un cercle. Et il faut visualiser ce cercle comme une artère où on vient se pluguer. Et plus on sera nombreux à se pluguer sur cette artère, et plus le flux sera important, et plus il sera pérenne, et plus il fera du bien, parce qu'effectivement, il est à proximité des zones de production, des zones de consommation, et on répond aux trois grands défis de notre pays, que sont la reconquête de notre souveraineté économique et industrielle, que nous avons perdue dans beaucoup de secteurs d'activité, dont le textile, bien sûr, la transition écologique, avec en particulier la décarbonation, et la cohésion sociale par l'emploi. Et concrètement, en 2023, nous avons produit 10 millions de cabas de caisse qui ont alimenté donc Auchan et Système U, créé 70 emplois et économisé 70 000 tonnes de CO2. C'est-à-dire que vous entendez bien les chiffres, 70 000 tonnes de CO2, 70 emplois, 1000 tonnes de CO2 économisées par emploi créé. On réconcilie l'économie et l'écologie. Tout mouvement tient son dynamisme de la finalité vers laquelle il tend. Si cette finalité, elle est bonne, si cette finalité, elle est altruiste, si cette finalité, elle est faite avec la profonde volonté de faire du bien, ça crée un mouvement, ça crée un dynamisme d'une puissance qui nous dépasse. Il y a d'ailleurs un consensus là-dessus. Je pense que les avantages qui permettent de défendre une économie circulaire et la proximité sont assez nombreux et vous le mettez bien en évidence. Vous parlez aussi, ce qui était intéressant et très intéressant, cette valeur altruiste ou étendue, hein, qui fait référence aux bénéfices environnementaux et sociaux et qui doit effectivement venir pour dépasser un peu la logique économique classique et donc cette valeur économique qui a toujours dominé. Je rajouterais peut-être la valeur consommateur et je pense que l'intervention de Juliette et Domiti va permettre aussi de aussi revenir peut-être sur le consommateur qui est quand même la cible clé et je pense qu'une partie des transformations du secteur du textile va dépendre aussi de l'effort que le consommateur serait prêt à faire. La réalité est vraiment là, à savoir que le prix, c'est le critère de choix numéro un pour un client sur le segment de l'enfant pour produire en France. Mais c'était vraiment au-delà des prix qu'on pouvait imaginer, parce que derrière, sinon on voulait faire une marge même correcte, on se retrouvait à vendre des prix vraiment trop chers sur le vêtement enfant. Et ensuite, on s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant, c'est que le coton, il pousse pas en Europe. Donc il y a un trajet indispensable de la matière, quoi qu'il en soit. Et que les savoir-faire textiles diffèrent selon les pays, c'est-à-dire que pour produire un sweat, donc une matière qu'on appelle jersey, vs produire une chemise, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même savoir-faire, c'est pas la même façon de tisser et du coup, c'est pas les mêmes ateliers et donc pas forcément les mêmes pays. Donc on voit que le coton provient majoritairement d'Asie, un peu des États-Unis, mais d'Europe, non. Donc dans tous les cas, on allait devoir importer la matière première. Donc ça faisait assez sens pour nous d'aller chercher la matière là où elle se trouve. Donc en Inde, donc là on voit pas sur le graphe, mais particulièrement le coton bio vient d'Inde. Là le graphe c'est pour le coton traditionnel, mais le coton bio vient majoritairement d'Inde. Donc là on vous a mis un peu un petit comparatif. Donc en fait, produire en France ou au Portugal c'est très bien, mais avec du
du coton qui vient d'Inde, de toute façon, l'empreinte carbone liée au transport du produit, elle est là aussi parce que si le coton vient d'Inde et qui va ensuite au Portugal, puis en France, finalement, c'est enfin, les totals de kilomètres parcourus sont encore plus importants que si on produit tout en Inde et qu'on achemine ensuite en France. Pour nous, ça faisait sens aussi de produire en Inde parce que, comme l'a dit aussi Juliette rapidement, on a basé l'ADN de la marque beaucoup sur tout ce qui est broderie, détail de croquet, sur des imprimés aussi. Et le savoir-faire textile de l'Inde repose majoritairement sur tous ces aspects-là, notamment la broderie. Et en Inde, oui, nous, on a une relation qui est vraiment très particulière avec notre atelier. Malgré la distance, en fait, je pense qu'on est plus proche d'eux que ce que pourrait l'être potentiellement des marques qui produisent en France. On s'appelle très, très, très régulièrement, quasi quotidiennement. On échange par email, on fait des visios. Et la relation n'est pas du tout freinée par la distance, bien au contraire. Et quand on Voilà. va les voir, c'est encore plus fort. Les questionnements qu'on a aujourd'hui nous invitent à remonter la chaîne, à affiner notre compréhension de la filière, que ce soit à la fois pour les consommateurs qui appellent à plus de transparence, mais aussi les professionnels qui travaillent sur la traçabilité et la connaissance de cette chaîne. On est dans un cadre de transformation des critères de performance. On fait évoluer nos indicateurs avec des dimensions environnementales, sociales qui ont été longtemps négligées. Et puis, il y a globalement une nouvelle conception de l'action collective. Qu'est-ce qui va animer les collectifs au sein des entreprises au-delà d'une recherche de profit qui a pendant longtemps été l'objectif cible des stratégies d'entreprise. Donc, quand on regarde cette question des territoires, on a cette question de la transition et on est dans une période de changement des cadres de référence pour penser les stratégies. Donc, on a des choix d'intégration versus externalisation, des choix de localisation, et puis on voit aussi aujourd'hui des mouvements, par exemple sur le territoire français, liés à la question de la localisation, qui sont un petit peu de deux natures. Il y a à la fois des mouvements de relocalisation, donc des entreprises qui potentiellement étaient parties pour une partie de leur activité et sont revenues sur le territoire français en partie. Donc, il y a une dizaine d'années, par exemple, le Coq Sportif a entamé une transformation de sa stratégie et a reconstruit certaines activités localement en s'appuyant sur des partenaires. Et puis, il y a aussi des entreprises qui sont nommées par des chercheurs comme des entreprises born locales, donc qui sont en fait nées localement, qui ne sont pas dans un mouvement de relocalisation, mais qui se sont construites directement sur le territoire, qui sont des entreprises récentes. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera tous ensemble à avancer sur un sujet aussi complexe qui est la mode durable.